Bonjour, bonjour et bienvenue à vous tous. Merci d'avoir choisi de nous rejoindre ce matin à l'occasion du webinaire Une feuille de route pour l'action locale durable. Ce webinaire, vous le savez, est le premier d'une série de 3 rendez-vous que vous fixe conjointement la Direction du développement durable de la Wallonie, l'Union des villes et communes de Wallonie, l'IWEPS, l'Institut wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique et l'ASBL Espace Environnement. Ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre de la semaine du développement durable et plus largement de cette décennie d'actions ambitieuses qui s'ouvre à nous en vue d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable, vous le savez, sinon vous ne seriez pas avec nous ce matin, constituent une opportunité inédite pour les communes wallonnes d'adopter, d'animer un projet de territoire cohérent au regard d'enjeux croisés englobant environnement, économie et sociale. Ces 3 ateliers virtuels s'adressent donc en priorité à vous, les représentants des pouvoirs locaux, que vous soyez élus ou techniciens, pour vous aider à avancer concrètement. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour découvrir les nombreux champs thématiques couverts par les objectifs de développement durable, l'alimentation, la santé, la cohésion sociale, la biodiversité, bien d'autres. Ces champs font aussi partie des compétences communales et supracommunales. Ils constituent des défis qui sont au cœur des politiques déployées localement. Pour développer ces aspects, plusieurs intervenants de choix sont avec nous aujourd'hui et je les remercie déjà. Je vous les présenterai successivement au cours de ce webinaire. Alors, je vous rappelle, c'est important de le savoir, que le webinaire sera enregistré de façon à en permettre une rediffusion ultérieure. Durant la session, pour cette raison-là aussi, vos micros et caméras seront coupés. Par contre, vous aurez l'occasion de poser vos questions et de déposer vos commentaires par l'intermédiaire du chat. C'est Marie Bourgeois et Aurélie Pierrard de la Direction du développement durable du service public de Wallonie qui se chargeront de dépouiller vos contributions qu'on espère nombreuses et d'y apporter un maximum de réponses durant le webinaire. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient toutefois interpeller plus directement nos intervenants, sachez que leurs coordonnées mail vous seront transmises en fin de session. Nous vous proposerons également, histoire de rythmer ce temps d'échange à partager ensemble jusqu'à 12h30, 2 temps d'interaction par l'intermédiaire de l'outil WooClap. Des liens vous seront proposés dans la partie discussion de l'outil Teams auquel vous êtes actuellement connecté. Voilà pour les informations pratiques, logistiques que je souhaitais vous transmettre ce matin avant de lancer officiellement les travaux. En parlant de lancement, pour ouvrir ce webinaire, je me dois d'excuser l'absence de Madame Céline Tellier, la ministre de l'Environnement ayant le développement durable dans ses attributions, et aussi malheureusement celle de Monsieur Christophe Collignon, ministre des pouvoirs locaux et de la ville. Compte tenu des événements et de la situation, vous comprendrez qu'ils n'ont pas bousculé leur agenda. Ils n'ont pas pu bousculer leur agenda pour être avec nous. Nous en sommes désolés, mais c'est compréhensible, comme je vous le disais il y a quelques instants. Par contre, je vous propose, parce qu'elle est là, elle a pu nous rejoindre, de céder immédiatement la parole à Madame Natacha Zuinen, qui est coordinatrice au sein de la direction du développement durable du service public de Wallonie. Elle tenait, Natacha, à vous adresser quelques mots pour ouvrir nos travaux. Bonjour Natacha. Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir donc que je prends le relais pour introduire ce webinaire et cette session de 3 webinaires autour des objectifs de développement durable et du rôle des pouvoirs locaux. Vous le savez, parmi les 17 objectifs de développement durable, il y en a un spécifique qui concerne les villes et les communautés durables. Ça montre bien l'importance du rôle des villes, des communautés, des pouvoirs locaux dans la contribution aux objectifs de développement durable, et c'est jusqu'au niveau international et donc au niveau des Nations Unies que cet engagement a été pris pour reconnaître la spécificité de ces institutions dans la transition vers un développement durable, sachant qu'évidemment les villes et les communes sont proches des citoyens et qu'elles connaissent aussi des problématiques bien particulières telles que les enjeux de qualité de l'air, de transport, de logement.
Et donc, on retrouvera toute une série d'engagements au sein de cet objectif 11. Mais l'ensemble des 17 objectifs de développement durable vous concerne tous. Et vous menez certainement déjà un grand nombre d'actions pour contribuer à chacun de ces 17 objectifs de développement durable. Je vais reprendre ici quelques exemples d'objectifs que vous connaissez certainement et auxquels vous contribuez déjà. Par exemple, l'ODD 2 sur la faim zéro. Je suis sûre que dans vos communes, vous luttez contre le gaspillage alimentaire, vous organisez des banques alimentaires ou vous soutenez certainement une agriculture plus durable. Citons à ce sujet l'appel à projet qui a été lancé par le gouvernement wallon pour relocaliser l'alimentation en Wallonie, auquel vous avez peut-être participé. C'était le dernier jour aujourd'hui pour remettre un projet. Autre objectif bien connu des pouvoirs locaux, c'est celui de la réduction des inégalités. Vous êtes nombreux aussi là à avoir adopté un plan de cohésion sociale qui contribue à la réduction des inégalités et des discriminations au niveau local. Autre objectif bien connu aussi, l'objectif 12, le changement des modes de consommation et de production pour les rendre plus responsables, où là, c'est toutes les actions relatives à l'économie circulaire, à la gestion des déchets, au marché public durable qui vous concernent. L'objectif 13, ainsi que l'objectif 9, si je ne me trompe pas, relatif à la lutte contre les changements climatiques et à l'énergie durable. Là aussi, vous êtes nombreux à y contribuer, à vous être impliqués dans la Convention des maires et avoir déjà participé aux appels à projets POLEC. Un nouvel appel a été lancé pour vous aider à définir votre contribution dans les plans d'action pour l'énergie durable et le climat. Notre dernier objectif, à titre illustratif, c'est celui de la biodiversité qui touche aussi les pouvoirs locaux dans l'entretien des espaces verts et la végétalisation des villes. Voilà un ensemble d'exemples, mais on pourrait passer en revue toutes ces trous et illustrer comment les pouvoirs locaux peuvent contribuer à chacun de ces objectifs. Dans une approche de transversalité, cela implique au départ de là de pouvoir mener des politiques locales qui contribuent à l'ensemble de ces objectifs. C'est ce que ces trous essayent de montrer, essayent de mettre en avant l'importance d'avoir plus de cohérence, plus de complémentarité et de transversalité dans les politiques locales pour contribuer aux objectifs de développement durable. Mais je sais que vous êtes déjà nombreux à y contribuer et je pense que l'ensemble des sessions d'information et des présentations de cette matinée vous donneront encore plus d'appétit pour y contribuer. Merci. Voilà. Merci beaucoup Natacha pour cette mise en bouche. Je vais rester sur l'analogie alimentaire. La parole passe du côté du président de l'Union des villes et communes de Wallonie, Maxime Day, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous ce matin. Merci à vous et bonjour Monsieur le Président, la parole vous revient. Bonjour et merci beaucoup tout d'abord de me la donner. Merci aussi d'être. Je partage mon écran. Allez-y. Voilà. Hop, comme ça, je vais mettre cela. Diapo, voilà, à partir du début. Voilà. Tout d'abord, merci, comme je vous le disais, de nous donner la parole au niveau de l'Union des villes et communes de Wallonie, au niveau des bourgmestres aussi. Vous savez à quel point nous aussi, notre agenda est particulièrement chargé en ce moment et j'espère pouvoir d'ailleurs tenir jusqu'à la fin du webinaire parce qu'on a des réunions de crise qui se succèdent tout le temps. Mais la thématique était vraiment importante pour nous, ce développement durable évidemment, et dans le cadre de cette semaine, parce que les objectifs de développement durable, c'est véritablement une opportunité pour les pouvoirs locaux. Monsieur le Président, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez partager vos diapos en plein écran? Ça serait plus facile à lire pour les personnes qui nous regardent. Alors, c'est ce que j'ai fait. Moi, en tout cas, je l'ai en plein écran chez moi. Alors, attendez. Écoutez, on va laisser comme ça. Alors. Pas de souci. Continuez, je vous en prie. Oui, moi je suis vraiment en plein écran. Tout va bien, alors on reste comme ça. Ok, bon. Allez-y. Alors donc, Madame Suinen on a parlé évidemment dans les objectifs de développement durable. Vous avez vu donc ce numéro 11 qui parle évidemment des villes et communautés durables. Mais les villes et communes, que ce soit via les CPS, via les intercommunales ou via directement elles-mêmes, peuvent agir sur l'ensemble de ces 17 objectifs. Notamment, par exemple, le premier, donc pas de pauvreté,
ou encore le deuxième, la zéro fin ou fin zéro, eh bien, les CPS sont les premiers remparts, évidemment, dans la lutte contre la pauvreté. Pour les objectifs de développement durable 6, 7, 12 et 14, on peut aussi dire que les intercommunales gèrent les réseaux de distribution d'eau, d'égouttage et d'énergie et participent à la transition dans ce cadre. Les intercommunales de gestion des déchets travaillent aussi au renforcement de l'économie circulaire. Si on prend les numéros 11, 13 et 15, bien évidemment, les villes et communes sont gestionnaires de leur patrimoine, notamment forestier, et on sait à quel point en Wallonie, nous avons un patrimoine forestier important, et de l'aménagement du territoire également. On peut du coup, au niveau des villes, insuffler des politiques fortes en matière de développement durable. Alors, évidemment, nous n'avons pas attendu à l'Union des villes et communes d'avoir toute une série de sensibilisations, puisque vous savez qu'en 2018, nous avons sorti dans le cadre des nouvelles élections communales et provinciales le fameux manifeste en route vers des communes et des villes durables 2024. L'idée étant effectivement d'agir le plus rapidement possible et l'idée étant aussi de pouvoir s'orienter et se calquer sur ces 17 objectifs pour une politique donc locale durable. Alors en plus de ça, l'actualité et les enjeux actuels sont clairs. Hein, le Covid ou la Covid qui est en train de pourrir notre quotidien. Le Covid teste vraiment la capacité de résilience de notre société. C'est une opportunité complémentaire pour construire des réponses aux enjeux forts de notre société, que ce soit en matière de sécurité sanitaire, de développement durable, de transition énergétique, d'évolution vers une société bas carbone, vers le vieillissement, la lutte contre le vieillissement de la population, le renforcement de la démocratie, etc. Donc les communes et les pouvoirs locaux sont les autorités clés pour construire ces réponses qui se trouvent dans les infrastructures et des services de proximité. Madame Junen, d'ailleurs, l'a signalé dans son introduction. Alors, les communes ont un large panel d'outils pour imprimer les réponses utiles. Le PST, évidemment, le programme stratégique transversal que l'on connaît maintenant par cœur et sur le bout des doigts, c'est vraiment l'outil fêtier par excellence pour les communes. Tous les pans de la vie communale peuvent concourir à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et les leviers communaux pour renforcer l'intégration des objectifs de développement durable dans les politiques locales sont identifiés via des boîtes à idées dans les publications de l'Union des villes et communes de Wallonie et je vais y venir tout de suite. Ce fameux manifeste, je vous recommande vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous l'avez fait, mais il y a 2 ans et que du coup vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas à le consulter et à demander évidemment de l'avoir. Donc vous irez sur le site de l'Union des villes et communes de Wallonie et vous aurez toute cette information. J'aime bien toujours cette terminologie et ce slogan de l'époque, mais qui est toujours très important, c'est penser globalement et agir évidemment localement. Alors, on l'a dit, suite à 2018, que ce soit les déclarations de politique communale, que ce soit évidemment le programme stratégique transversal, eh bien, les villes et communes ont vraiment affirmé des ambitions claires, que ce soit communes en transition, communes solidaires, Citaslo, qui a été longuement expliqué aussi, la Convention des maires, on en a parlé, les Smart Cities, ou encore communes pédestres, communes durables. Bref, partout en Wallonie, on a pu se rendre compte, enfin, une modification vraiment vers cette transition. D'autant plus que nous avons toute une série d'outils, ça a été déjà signalé en début de webinaire, que ce soit POLEC, évidemment, l'agenda 21 local, le développement urbain. Et donc, nous avons effectivement, en tant qu'autorité locale, des outils à utiliser pour pouvoir mettre en œuvre nos objectifs de développement durable. Alors moi, j'adore le concret. Et donc, concrètement, nous avons mis en ligne sur le site de l'Union des villes et communes, mais également sur YouTube via la TV de l'Union des villes et communes. Donc, c'est tous des petits reportages, vous verrez, qui sont très bien faits. Nous avons mis non seulement une boîte à idées, mais aussi une boîte à astuces en fait. C'est le recueil des bonnes idées locales et je vous encourage vraiment à aller donc sur le site, c'est Dynalo, donc comme dynamique locale, pour pouvoir vous rendre compte de tout ce qui est déjà fait en matière donc de développement local dans les communes. Et les exemples sont vraiment très nombreux et très variés. Par exemple, la ville de Wavre a un ouvrier ailé, puisque c'est un rapace qui fait fuir les pigeons.
Nous avons également le CPS de Courcelles, par exemple, qui a fait un potager et un poulailler pour la réinsertion sociale. La promotion de l'économie circulaire à Nivelles, ou alors Liège, qui se réinvente avec les citoyens et la participation citoyenne. Je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, et heureusement, et c'est de bonne aloi pour notre avenir. Mais sur cette plateforme Dinalo, donc uvcwe.be/Dinalo, vous aurez vraiment même des feuilles et des fiches très complètes. Par exemple, j'ai repris expressément pour vous donner un exemple, toute la fiche de la ville d'Herstal qui a été pionnière dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez la cible de la démarche, la raison d'agir, la situation générale, mais également du coup les bénéfices, les difficultés rencontrées. Donc c'est vraiment une analyse SWOT, on va dire ça comme ça, pour pouvoir réaliser votre projet. Ça nous semble vraiment utile de partager les bonnes méthodes pour que les villes et communes puissent plus facilement, parce que parfois on manque tout simplement d'idées ou on manque parfois aussi même de moyens, que ce soit humains dans les services communaux ou de moyens financiers aussi, eh bien parfois on se rend compte qu'avec quelques bonnes idées prises dans d'autres communes, on peut effectivement agir soi-même dans la sienne. Alors, je vous renvoie évidemment continuellement à toutes les publications de l'Union des villes et communes de Wallonie, que ce soit dans le mouvement communal qui paraît chaque mois, mais également sur le site, je vous l'ai dit, parce que ça vous permet effectivement d'être en lien et d'avoir des bonnes idées tout le temps pour pouvoir agir. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur le fait qu'on est toujours sur votre diapo introductive. Donc, je ne sais pas si vous aviez envie de nous montrer d'autres choses, parce que vous avez beaucoup avancé, beaucoup progressé dans votre exposé. Voilà. Je suis dans la diapo 6, c'est ça qui est bizarre, et je vois que je suis en partage, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut que vous fassiez avancer vous-même votre présentation. Hein. Mais c'est ce que j'ai fait, j'étais à la diapo 6. Et si je mets donc… Voilà, c'est bon. On est recalé. D'accord. Donc, je vous remets quand même, parce que c'est très important, c'est les ambitions donc Dinalo, hein, les dynamiques locales. Je vous encourage vraiment à aller sur uvcwe.be/Dinalo et vous aurez effectivement l'ensemble des exemples. Donc, vous voyez ici sur le PowerPoint, du coup, les présentations, comment ça se représente en tout cas sur le site de l'Union des villes. Alors, maintenant, est-ce que ça fonctionne? J'ai changé de slide, c'est l'avant-dernier. Juste pour vous dire aussi que les facteurs du succès en tout cas de la stratégie pour pouvoir intégrer les critères de développement durable, ça va passer aussi par la Wallonie. Et les pouvoirs locaux, s'ils peuvent agir évidemment à leur niveau, ils ont besoin aussi du soutien de la Wallonie. Et donc, vous savez que la Wallonie a lancé un grand plan de résilience qui s'appelle le Get Up Wallonia. Dans cette stratégie, l'Union des villes et communes a été vraiment partie prenante. Nous avons rappelé à quel point nous sommes là. Nous sommes l'interlocuteur pour pouvoir relancer effectivement la Wallonie suite à cette crise sanitaire importante et sur évidemment tous les sujets. Et donc là, nous avons quand même toute une série de demandes qui sont faites au niveau de la Wallonie et dans lesquelles les villes et communes peuvent être partenaires pour faire avancer les choses. Par exemple, la Wallonie doit assurer une digitalisation massive des processus au sein du SPW. Donc par exemple, c'est les fameux permis d'urbanisme qui seraient numérisés. Nous avons besoin aussi d'une simplification administrative massive à tous les niveaux d'interaction citoyens, entreprises, communes, Wallonie, pour assurer une simplification drastique des échanges entre les communes et la Wallonie. Donc, évidemment, vous savez à quel point on est nous-mêmes clients de la simplification administrative et en allégeant parfois une tutelle qui est devenue un petit peu trop tatillonne. Ça nous permettra effectivement d'avancer beaucoup plus facilement. Nous demandons aussi une massification des financements des communes par le biais de la création d'un fonds d'investissement communal avec droit de tirage. On est très attaché au droit de tirage. Les programmes de subventions spécifiques doivent être intégrés dans ce fonds. Et nous espérons du coup que grâce à cela, via les programmes stratégiques transversaux de nos villes et communes, eh bien, nous aurons un meilleur fonctionnement administratif, une plus grande dynamique territoriale et une plus grande capacité de mobilisation des fonds publics en faveur d'une modernisation des infrastructures publiques au service donc du développement durable de la Wallonie.
Nous demandons aussi d'avoir plus d'appui à l'investissement des pouvoirs locaux via donc le FRIC, comme on l'appelle, le Fonds d'investissement régional, pour rénover énergétiquement les bâtiments publics, réhabiliter les centres urbains de manière qualitative, assurer la verdurisation, la rénovation énergétique évidemment des logements et une gestion plus dynamique du parc de logements, une gestion proactive et dynamique de la forêt wallonne et enfin une densification de la trame verte et bleue. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long parce que le temps qui m'était imparti était assez court. Je vais juste terminer, j'espère du coup que vous verrez ce PowerPoint, ce slide, c'est vraiment l'équipe de l'Union des villes et communes de Wallonie qui est à votre service. Nous avons vraiment la chance en tant que ville, en tant que commune, mais aussi zone de police intercommunale, CPS, d'avoir des collaborateurs d'une grande qualité qui sont disponibles et qui, malgré la situation que l'on connaît, reste évidemment flexible. Le directeur Tom de Scooter, que je remercie, donc directeur du développement territorial, qui est vraiment à votre disposition. Vous avez les coordonnées, donc n'hésitez pas à les contacter et vous voyez toute la déclinaison. Énergie, ATUVCOE, environnement, ATUVCOE, logement, mobilité, ce sont tous des services qui peuvent vous aider, vous accompagner dans vos objectifs, en tout cas dans vos ambitions concrètes au niveau de la réalisation de ces objectifs de développement durable. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je tiens à remercier vraiment toute l'équipe de l'Union des villes. Je vous incite encore une fois à aller voir la Web TV donc sur YouTube, vous tapez UVCOE TV et vous aurez donc toutes des petits reportages sur des ambitions, donc des réalisations concrètes, parce que c'est grâce au concret qu'on arrivera à modifier nos mentalités et à toujours agir localement pour changer globalement notre monde, le monde de demain. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup à vous de l'avoir prise, Monsieur le Président. J'en profite pour préciser que l'ensemble des supports qui ont été projetés durant ce webinaire ainsi que le replay du webinaire lui-même seront disponibles dans les meilleurs délais sur le site internet de la Direction du développement durable des services publics de Wallonie, dont l'exposé de Maxime Day, donc président de l'Union des villes et communes de Wallonie. On enchaîne avec le premier des deux temps d'interaction que je vous proposais, que j'évoquais avec vous en entame de ce webinaire. Oui, c'est bien de ça dont je parle. Voilà, ma collègue Delphine me dit non, ce sont les sondages. C'est bien ça, les temps d'interaction que j'évoquais avec vous en entame de ce webinaire. Et le premier aura lieu via l'outil WooClap que vous allez pouvoir trouver en ouvrant la fenêtre commentaire de l'outil Teams. Je vous propose de cliquer sur ce lien et puis de répondre à la première question qui vous est posée. À quel type d'institution appartenez-vous? Un certain nombre de propositions vous sont faites. Allez-y, votez dès que vous aurez l'occasion de pouvoir y avoir accès. Est-ce que ça fonctionne, Delphine? Oui, ça fonctionne. On vote. Alors voilà, les résultats se présentent. Vous êtes 75% à représenter des communes, des CPAS, 80 même, et ça bouge encore. Manifestement, vous y êtes. Voilà, commune CPAS tient la corde avec 57%, province et intercommunalité à 13%, la région qui n'a pas voté, mais je sais que la région est représentée forcément, et puis d'autres types de profils sont avec nous pour 38%. Nos intervenants font forcément partie de cette catégorie 4 et ça bouge encore, Voilà. Commune CPS, on vient de dépasser les 50%. C'est panaché et c'est très bien comme ça. Ça fait partie des choses qu'on aime. C'est ça c'est le partenariat entre acteurs de
voilà, de nature, de profils différents qui fait aussi tout l'intérêt des projets en matière de développement durable. Voilà, je crois que tout le monde a voté maintenant. Merci de l'avoir fait. Deuxième et dernière question pour ce premier temps d'interaction WooClap. À quel degré estimez-vous votre niveau actuel d'appropriation des objectifs de développement durable? Plusieurs propositions vous sont faites. Aucune appropriation à ce stade. Proposition 1, une appropriation plutôt partielle. Je m'y mets, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Hein. Option 2. Et puis, une troisième proposition, plusieurs expériences d'appropriation déjà à mon compteur. Donc, un niveau plutôt élevé d'appropriation des objectifs de développement durable. Allez-y, votez. 5 personnes sur les 31 personnes connectées ont déjà donné leur avis. 8, 9, 10. C'est partagé, hein, de nouveau, entre une appropriation partielle ou plus large. On a manifestement avec nous ce matin des gens, élus ou techniciens, qui se sont déjà frottés aux ODD et qui en redemandent pour aller plus loin. À peu près la moitié d'entre vous reconnaissent une appropriation partielle des ODD à ce stade, voire pour 40 autres %, plusieurs expériences. Alors, on ne sait pas si elles sont réussies ou pas, ça reste un mystère, mais en tout cas, plusieurs expériences d'appropriation des objectifs de développement durable. Merci à vous qui avez voté. Pour les 10 derniers qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Il reste quelques secondes avant d'entendre nos prochains intervenants. On clôture ici. Merci à vous. Et effectivement, nous allons maintenant basculer vers nos différents intervenants. Je vous les présente en cascade et puis je cède la parole à notre premier orateur. 3 personnes donc d'horizons très différents et je vous l'ai dit plutôt une valeur ajoutée à nos yeux. Un représentant du Centre de formation des Nations Unies CIFAL, c'est Sarah Cherifi, voilà, qui sera avec nous juste après la présentation qui est en cours. On donnera également la parole à Frédéric Vallier, qui est secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe. Donc Frédéric qui s'exprimera juste après Sarah. Et puis enfin, nous rejoindra, il n'est pas encore connecté, Jean-Pascal Vanni-Purzel de l'UC Louvain, du Earth and Life Institute de l'Université catholique de Louvain, au sein de laquelle il est professeur, comme la plupart d'entre vous le savent. Merci à tous nos intervenants de nous avoir rejoints ce matin et d'avoir répondu à cette invitation qui leur était faite par le consortium de partenaires à la manœuvre pour l'organisation de ce webinaire. Notre premier intervenant est une intervenante, je citais son nom. Bonjour Sarah Cherifi, vous travaillez au Centre de formation des Nations Unies, CIFAL. CIFAL dispense différents trajets de formation pour l'intégration des objectifs de développement durable au cœur des organisations, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, c'est intéressant. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce que vous nous proposez Sarah, c'est une mise en bouche sous la forme d'un condensé de formation pour tout savoir, ou en tout cas connaître les clés utiles pour aborder la question des objectifs de développement durable. Et c'est une performance qu'on vous demande, Sarah, puisque vous avez 25 petites minutes pour le faire, mais je sais que vous êtes capable de relever le défi et je vous donne la parole tout en vous souhaitant la bienvenue. Je vous en prie, Sarah, c'est à vous. Merci. Allez-y, Sarah, et n'hésitez pas à partager votre écran puisque je sais que vous avez des supports. Voilà. Voilà, on bascule avec vous. La parole est à vous, Sarah. Je voulais également préciser d'ailleurs que je fais cette présentation ensemble avec Peter Wollarts, qui est le directeur général de CIFAL Flanders. Normalement, il devrait aussi avoir la parole.
Un tout petit mot, Sarah, merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Grand merci pour cette invitation et félicitations. C'est très important que les villes et communes sont mobilisées pour vraiment utiliser ce cadre mondial au niveau local. Je pense que c'est très important qu'on mobilise les pouvoirs locaux pour être co-réalisateur des objectifs de développement durable. Et l'objectif 11 est très clair. Les villes et communes ont une responsabilité importante et spécifique dans la promotion, par exemple vis-à-vis les citoyens et la réalisation locale des ODD. Et voilà, le titre ici est très important déjà. Pour nous, point de vue ONU, l'agenda 2030 n'est pas seulement un plan d'action, mais aussi un guide éthique pour une gestion de transition juste. Et c'est ça justement qu'on va expliquer et je donne la parole à nouveau à Sarah. Juste avant que Sarah ne reprenne la parole, je voulais vous remercier d'être là. Peter, désolée, je ne vous ai pas présenté, mais vous l'avez fait vous-même et c'est très bien comme ça. Je n'étais pas tout à fait sûre qu'on arriverait à se connecter avec vous ce matin. Voilà, donc, du coup, je vous avais passé à la trappe, mais c'était bien involontaire. Je n'étais pas sûre qu'on pourrait converser. Merci d'être là. Merci d'avoir repris la main sur l'intervention. Et maintenant, parole à Sarah sans plus attendre. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez bien expliqué, CIFAL Flanders est un centre de formation qui est lié à l'UNITAR, donc l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. L'acronyme CIFAL signifie Centre international de formation pour les autorités et acteurs locaux. Donc, en fait, chaque centre CIFAL est une plateforme pour le renforcement des capacités et le partage des connaissances entre autorités locales et régionales, les gouvernements nationaux, les organisations internationales, le secteur privé et même la société civile. Donc, il constitue en fait une ressource importante dans les efforts à long terme des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de développement durable et donc de l'agenda 2030. Le siège du réseau mondial CIFAL se trouve à Genève, comme vous pouvez voir sur cette carte-ci. Donc, à part le siège à Genève, il y a également 20 centres régionaux éparpillés un peu partout dans le monde. Cette formation, elle est entre autres basée sur des échanges entre ces différents centres de formation. Donc, chez CIFAL, on a en fait un portfolio autour desquels on organise des formations. Donc, bien sûr, on a l'agenda 2030 qu'on va vous expliquer plus en détail plus tard. Mais ce qui est aussi important et intéressant pour les acteurs, pour les pouvoirs locaux, c'est l'agenda Addis Abeba, qui est en fait un plan d'action sur le financement de l'agenda 2030 et aussi le nouveau programme pour les villes. Ce que vous voyez en dessous, donc les deux autres documents de UN Global Compact Management Model et The Guiding Principles on Business and Human Rights, ça c'est plus intéressant pour les entreprises. Et donc, vous le savez, nous vivons actuellement dans une époque de défis globaux, comme par exemple les déchets électriques que vous voyez en haut à gauche. À droite, vous pouvez voir par exemple des enfants qui travaillent et qu'on trouve toujours dans ce monde dans les pays sous-développés. En dessous, vous pouvez aussi voir des impacts plus près de chez nous. Donc, à gauche, les inondations qu'on a pu avoir il y a quelques années en Wallonie et juste à côté, la jungle de Calais. Donc, ces défis globaux, qui soient en fait environnementaux ou bien qu'ils soient sociétals, ils ont en fait un impact local. Donc, on parle de localisation, qui veut dire l'adaptation de ces défis globaux au niveau local. Mais qu'est-ce qu'est en fait notre responsabilité vis-à-vis de ces défis mondiaux qui nous touchent au niveau local, et est-ce qu'il y a un cadre qui définit notre responsabilité vis-à-vis de ces défis? Eh bien oui, il y a un cadre, il y a une norme qui a été conçue pour renforcer le développement durable et informer une organisation des impacts qu'elle a sur le développement durable. C'est l'ISO 26000, donc c'est en fait l'unique norme internationale qui vise à fournir aux organisations les lignes directrices de la responsabilité sociale.
Donc, en fait, elle donne un peu un cadre international de comportement à tout type d'organisation, qu'elle soit une entreprise, une ONG ou bien un gouvernement local, quelle que soit même sa taille ou ses domaines d'action. Donc, pour définir en fait, le périmètre de la responsabilité sociétale d'une certaine organisation, la norme invite en fait, les organisations à articuler leur démarche autour de 7 questions centrales que vous pouvez voir en article au fait, ici. Donc, il y a 7 articles. Comme par exemple la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme et aussi l'environnement. Donc, ces questions centrales visent à identifier les domaines d'action pertinents sur lesquels l'organisation va pouvoir se baser pour fixer ses priorités et mettre en place ses propres actions. Donc, tous ces concepts sont également mentionnés dans l'agenda 2030. Mais ce qui est en fait innovant à la norme ISO 26000, c'est qu'elle se traduit par la volonté d'une organisation d'assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, avec comme but final de renforcer le développement durable. D'ailleurs, la norme définit la responsabilité sociétale d'une organisation vis-à-vis des impacts potentiellement positifs ou négatifs de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, qui se traduit par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, et qui doit aussi être intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Car oui, quelle que soit l'organisation, que ce soit une entreprise ou que ce soit un gouvernement local, elle désirera de générer un impact positif. Mais il est également important qu'une organisation sache où se trouvent ces impacts potentiellement négatifs sur l'environnement ou bien sur la société. Parce qu'il se peut que, par exemple, une organisation ait affaire à des effets pervers. Donc, c'est en générant des effets potentiellement négatifs pour l'environnement ou la société après avoir généré des impacts positifs pour une partie de cet environnement-là. C'est pour cela qu'il est important qu'on apprenne à utiliser le concept de développement durable d'une manière holistique. Mais c'est quoi le développement durable? Donc, le développement durable, il a été défini dans le rapport de Brundtland intitulé « Notre avenir à tous » et publié en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'ancienne première ministre norvégienne, Madame Brundtland, a défini le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et donc, au fait, cette définition était la base de ce que deviendra plus tard les ODD. Mais tout d'abord, en 1997, John Elkington a conceptualisé cette définition avec son modèle triple bottom line, ou bien triple résultat en français, qui mesure en fait la performance globale d'une organisation en fonction de sa contribution à la prospérité économique globale, à la qualité de l'environnement et ainsi qu'à son capital social. Plus tard, en 2015, les Nations Unies ont décidé de traduire ce concept en un cadre d'action. Et c'est ainsi que sont créés les objectifs de développement durable. Donc, ce nouveau cadre a ainsi été adopté par tous les 193 États membres de l'ONU et a été intitulé « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Donc, il se compose au fait de 29 pages pour 17 ODD et 169 cibles qui couvrent 5 domaines clés, donc les 5 piliers au fait, peuple, planète, prospérité, paix et partenariat. La prochaine diapositive vous donne au fait un meilleur aperçu de la structure de ce texte. Donc, comme vous pouvez voir, l'agenda 2030 commence par une préambule qui non seulement résume la vision et les principes du texte, mais elle mentionne également quelques thèmes qui ne reviennent nulle part ailleurs dans l'agenda, comme par exemple la diversité culturelle et le sport. Et d'ailleurs, ces deux principes, ce sont des principes dont on ne peut pas nier l'impact sur le développement durable, le développement durable sociétal, car oui, le sport est un moyen
pour renforcer la paix. C'est un moyen pour renforcer la santé, mais aussi pour l'inclusion sociale, car le sport et la diversité culturelle, ils sont infiniment liés l'un à l'autre. C'est un paragraphe, au fait, très important, mais malheureusement, personne ne le lit et on saute directement au texte des ODD. Après la préambule, les textes mentionnent les 5 piliers. Et puis après, on va directement aux 17 objectifs de développement durable. Et chaque objectif est au fait composé de sous-objectifs qu'on appelle les cibles et qui eux-mêmes sont organisés en cibles mesurables qui sont indiquées par des chiffres et en moyens de mise en œuvre qui sont indiqués par des caractères et puis aussi récapitulés sous le dernier objectif. Enfin, il y a également 231 indicateurs pour mesurer le progrès de ces DDD. À la fin du texte, on peut voir qu'après le dernier objectif, il y a aussi un chapitre sur les moyens de mise en œuvre et partenariat mondial, ainsi qu'un chapitre sur le suivi et la revue que la majorité des gens oublient de lire malheureusement, mais qui reste aussi important que la préambule, que vous pouvez voir d'ailleurs sur la prochaine diapositive. Donc ici, vous voyez la préambule qui fait référence à plusieurs textes de l'ONU, comme par exemple la Charte ou bien la Déclaration des droits de l'homme. Et juste après la préambule, on voit en fait 5 piliers autour desquels le texte de l'agenda 2030 est écrit, donc notamment l'humanité. On parle en fait des 5 piliers, donc des 5 P, mais malheureusement dans le texte de l'agenda 2030, on n'a pas utilisé le mot peuple ou population. On a quand même décidé de garder le mot humanité qui commence avec un H, mais plus tard, on va utiliser des mots comme peuple ou population pour référer à ce concept-là. On a aussi donc la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Et donc voilà, ici pour analyser l'impact d'un gouvernement local, donc d'une commune ou bien d'une ville, sur ces 5 piliers, on peut se poser les questions suivantes. Donc, pour mesurer la durabilité écologique sous le concept de la planète, on peut se poser la question, dans quelle mesure est-ce que ma commune ou bien ma ville peut-elle réduire un impact environnemental potentiellement négatif? Si on veut mesurer la durabilité sociale sous le concept humanité, on doit se poser la question, dans quelle mesure est-ce que ma commune ou ville peut-elle renforcer un impact social potentiellement positif? Et puis après, il y a aussi également la prospérité. Si on veut mesurer cette durabilité économique ou financière, on doit se poser la question si ma commune ou ville, est-ce qu'elle renforce les investissements et la création d'emplois? Et puis, il y a aussi 2 constats très importants, donc la paix et le partenariat. Pour la paix, on doit en fait voir comment est-ce que ma ville fait-elle face aux controverses, conflits et questions de sécurité. Comment est-ce qu'elle garantit les principes de justice et comment elle garantit au fait aussi la bonne gouvernance. Ce sont tous au fait des principes, des questions qui sont liées aux valeurs au fait éthiques qu'on vous expliquera plus tard. Et dernièrement aussi, pour le partenariat, on doit se poser des questions. Est-ce que ma commune ou ville renforce-t-elle les partenariats multipartites qui mobilisent et partagent le savoir, l'expertise, la technologie et les ressources financières afin de soutenir la réalisation des ODD et la solidarité et la collaboration internationale, est-ce qu'elle fait l'objet d'une attention particulière? Et donc voilà, ici, comme vous avez déjà pu voir auparavant, ce sont, au fait, en se basant sur les 5 piliers, les 17 objectifs de développement durable ont été conçus et sont résumés ici sur l'image de communication officielle des Nations Unies, qu'on appelle aussi la carte postale des ODD. Donc, au fait, sous chaque pilier, on peut retrouver différents ODD. Donc, sous le pilier humanité ou bien peuple, on retrouve le premier objectif, donc d'éradiquer la pauvreté. Donc, ODD 1, son objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté sur toutes ses formes et partout dans le monde. Il y a également le deuxième objectif qui veut la fin de la faim. Donc, réaliser la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. On retrouve aussi l'objectif 3 pour assurer une vie saine. On retrouve également l'objectif 4 sur l'éducation,
et notamment la qualité de cette éducation et aussi l'objectif 5 de réaliser l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes et des filles. Sous le pilier planète, on peut retrouver l'ODD 6, donc le 6e objectif, pour assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et l'assainissement pour tous. On retrouve aussi objectif 12, donc assurer des modes de consommation et de production durable. On retrouve aussi l'objectif 13 sur la lutte contre les changements climatiques. L'objectif 14 sur la conservation et l'utilisation durable des océans. Et pour finir aussi l'objectif 15 sur la protection, la restauration et la promotion de l'utilisation durable des écosystèmes terrestres. Puis, sur le 3e pilier de la prospérité, on retrouve l'objectif 7 sur l'énergie propre et d'un coût abordable. On retrouve aussi l'objectif 8 sur le travail décent et croissance économique. On retrouve l'objectif 9 sur la construction d'une infrastructure résiliente, la promotion d'une industrialisation inclusive et durable et la favorisation de l'innovation. Et on retrouve aussi l'objectif 10 sur la réduction des inégalités et la 11e qu'on a déjà mentionné auparavant sur les villes et communautés durables. On va se pencher sur ce dernier ODD pour vous expliquer, comme je vous ai déjà dit au début de ma présentation. Il y a donc, ces ODD se composent de cibles mesurables et de moyens de mise en œuvre, mais également d'indicateurs. Ici, vous pouvez voir les 7 cibles mesurables de ce ODD 11, désolé, qui sont indiqués par des chiffres. Donc, vous pouvez voir qu'il y a les cibles qui sont bénéfiques pour la société, comme le développement des transports publics, ceux qui sont bénéfiques pour la culture, comme par exemple la protection et la préservation du patrimoine culturel. Et on voit aussi ceux qui sont bénéfiques pour l'environnement, bien sûr, comme la gestion des déchets ou bien l'assurance d'un accès de tous à des espaces verts. Et donc, sur cette diapositive se trouvent en fait les moyens de mise en œuvre qui sont indiqués par des caractères, spécifiquement pour l'ODD 11. Donc, vous pouvez voir qu'on parle de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, préurbaines et rurales, qu'on promouvoit aussi l'accroissement net du nombre de villes et d'établissements et qu'on promouvoit aussi l'aide aux pays les moins avancés. Et puis finalement, on a aussi plusieurs indicateurs pour mesurer le progrès des ODD en Belgique. Donc pour la Belgique, on a un site qui s'appelle indicators.be. Donc ceux pour les ODD 11 sont par exemple le logement inadéquat, l'exposition aux particules fines, l'émission d'oxyde d'azote et la pollution sonore. Il y en a aussi plusieurs pour chaque objectif. Vous pouvez les consulter sur ce site-là. Et donc, les 2 derniers piliers qui sont la paix et partenariat. Comme vous savez, l'objectif 16 a comme but de promouvoir les sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable. Et l'objectif 17 a comme but de renforcer les moyens de mise en œuvre et de revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. On va vous expliquer au fait ces 2 derniers ODD plus en détail. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a 3 angles. On a les cibles mesurables. On a l'ODD 16 sur les valeurs et principes éthiques. Et puis, on a aussi l'ODD 17 sur les moyens de mise en œuvre. Donc, le 4e pilier, c'est sur l'ODD 16 qui parle de la paix, de la justice et des institutions efficaces. Donc, pour mesurer au fait ces valeurs éthiques autour de la paix, on peut se poser les questions suivantes. Donc, comment est-ce que ma commune ou bien ma ville fait-elle face au conflit? Comment est-ce qu'on peut rendre les controverses ouvertes à la discussion? Ça, ce sont les questions qu'on peut se poser pour mesurer ces valeurs éthiques autour de la paix. Puis, pour regarder au fait en termes de justice, on peut se poser des questions. Comment est-ce que je peux, en tant que ville ou commune, promouvoir une transition juste et comment intégrer des principes éthiques dans mon code au fait, de conduite. Et puis le dernier concept qui est aussi présent sous ce ODD 16, c'est les institutions efficaces.
Donc, pour analyser ou mesurer cela, on peut se demander comment est-ce que je peux garantir une bonne gouvernance et comment prioriser la transparence et la responsabilité. Donc voilà, ici on a donc un exemple de l'union des villes et communes qui ont en fait montré que c'est possible d'être maire pour la paix. Donc, en fait, le réseau de maires pour la paix a pour objectif, dans une démarche en fait, solidaire, de faciliter la coordination entre les villes qui soutiennent le programme pour promouvoir la solidarité des villes, pour l'abolition totale des armes nucléaires. Son but est en fait de travailler à un niveau international pour sensibiliser chacun à l'intérêt d'abolir les armes nucléaires. Donc, en Belgique, il y a en tout 345 communes sur 589 qui ont déjà rejoint ce réseau-là. Donc, le 5e pilier parle en fait de l'ODD 17. Ce sont en fait les partenariats pour la réalisation des objectifs. Les 3 angles de ce ODD-là, la première, c'est les partenariats multipartites locaux. Donc, pour mesurer en fait les moyens de mise en œuvre sur le plan des partenariats, on se pose la question, est-ce que si ma commune ou bien ma ville a-t-elle des partenariats locaux qui soutiennent ma commune ou ville? On peut aussi voir quels moyens de mise en œuvre on a sous nos ailes en fait, pour permettre la réalisation des ODD, que ce soit des moyens financiers en termes de technologie, de connaissances et compétences, d'achat public, d'alignement stratégique, d'autorité, de partenariat pour le pacte mondial et de base de données, communication et rapportage. Et finalement, on peut aussi aller voir en termes de solidarité et collaboration internationale, est-ce que ma commune ou ville consacre-t-elle 0,7% de son chiffre d'affaires à la collaboration internationale, oui ou non? Et donc voilà, ici, sur le même site donc de UVVC, on a trouvé qu'il y a plusieurs, il existe plusieurs collaborations internationales entre villes et communes. Donc ça peut être en forme de jumelage ou bien en forme de partenariat avec les communes du Sud. Et ici, vous voyez en fait un exemple de Flandre. Donc à Houlaar, c'est une commune qui est près de Bruxelles, qui, elle, consacre 0,7% de son chiffre d'affaires à la collaboration internationale pour renforcer le développement durable des pays du Sud. Et donc voilà, ici, une image qui résume ces 5 piliers et les 17 ODD qui font partie de ces différents piliers. Je vous ai tous mentionné il y a quelques minutes, donc je ne vais pas les regarder en détail. Et donc, en dehors du cadre conceptuel des 5 piliers, on peut également voir le texte d'un autre angle, celle des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas d'ODD spécifiquement conçu pour les droits de l'homme, mais néanmoins, l'agenda 2030 est le premier texte qui relie au fait les 3 piliers de l'ONU. Donc, le développement durable, la paix et la sécurité et les droits de l'homme. Donc, il n'y a pas d'ODD droits de l'homme, mais l'agenda 2030 est un agenda opérationnel des droits de l'homme. Donc, vous pouvez voir que 156 des 169 cibles sont liées directement aux droits de l'homme, comme par exemple ceux liés aux objectifs de l'ODD 11. Donc, toute organisation devrait être en fait une organisation qui défend les droits de l'homme si elle veut réaliser les objectifs de développement durable. Et donc, voici la roue qu'on utilise pour en fait donner une vision holistique des ODD. Donc, vous pouvez en fait mettre votre commune au milieu, bien votre ville au milieu, et mesurer en fait l'impact que celle-ci a sur les différentes ODD. Par exemple, ici, on peut voir que elle a un impact plutôt négatif ou plutôt moindre sur l'ODD 6, alors que cette commune joue très bien sur l'ODD 4, sur la qualité de l'éducation. Donc, cette roue peut au fait être utilisée comme cadre d'évaluation de l'agenda 2030. Et puis, au fait, en dehors des villes, les citoyens peuvent également participer et même jouer un rôle important dans la réalisation des ODD. Donc, les Good Life Goals sont en fait un ensemble d'actions personnelles qui permettent au fait à chacun et chacune de jouer un rôle
pour la construction d'un futur meilleur. Il suggère en fait des actions individuelles que chaque personne, partout en fait dans le monde, peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. Et vous voyez ici des actions personnelles que chacun d'entre nous pourrait prendre pour réaliser cet 11e objectif. Et donc voilà, ici je voulais vous montrer une petite vidéo sur les objectifs de développement durable de VVSG qui montre en fait l'importance des ODD pour les communes, mais aussi comment les villes et communes peuvent se mettre au travail pour réaliser les ODD. Du support local pour des défis mondiaux. Ce que nous faisons dans notre commune aujourd'hui a un impact autre part dans le monde. Ce qui se fait loin de nous a également une influence sur nous. En tant que citoyens mondiaux, nous sommes tous interconnectés. Le nouvel agenda international des Nations Unies mise sur un monde durable en 2030. Afin de l'atteindre, 17 objectifs doivent déterminer pendant les 5 futures années les agendas des gouvernements, sociétés, associations, écoles et citoyens individuels dans le monde entier. L'11e objectif est écrit sur mesure des autorités locales. Il parle de villes inclusives, sécurisées et durables. Mais les autres objectifs également touchent à des thèmes dont les communes s'occupent tous les jours, comme la santé, l'infrastructure et la gestion des déchets. Les objectifs de développement durable ne peuvent être atteints que si les autorités locales participent aussi. Les communes ont en plus une fonction exemplaire vis-à-vis de leurs citoyens, sociétés, écoles et associations. En ce moment, les communes en Flandre font déjà pas mal de choses. Pensez seulement au système de buddies pour les citoyens socialement vulnérables. Les résidents de la commune fonctionnent en tant que parrains ou marraines pour les nouveaux arrivés ou les personnes vivant en pauvreté. Ainsi, ces groupes de personnes gagnent confiance en eux, elles reçoivent du support et de l'aide dans leur recherche d'une formation ou d'un travail et le centre culturel, le club de foot ou la maison des jeunes deviennent plus accessibles. Un autre exemple est le convenant des bourgmestres. En le signant, 2 tiers des communes flamandes ont promis d'entreprendre des actions climatiques. Ailleurs dans le monde également, les autorités locales signent ce convenant. Elles promettent d'investir dans l'énergie durable, l'infrastructure et la mobilité, mais peuvent également organiser une plateforme climatique où les citoyens, les associations et les sociétés sont impliqués dans l'action climatique de la commune. Mais les communes peuvent encore aller plus loin. Les autorités locales peuvent saisir les objectifs de développement durable pour travailler au développement durable parent de tous les domaines politiques communaux. Une politique cohérente pour un développement durable, c'est ça qui compte. Comment votre commune peut travailler en fonction des objectifs? Signez la déclaration d'engagement de VVSG. Évaluez votre plan pluriannuel dans le cadre des 17 objectifs. De surcroît, on peut intégrer les 17 objectifs dans la conception et les discussions concernant le futur plan pluriannuel. Informez vos citoyens et le personnel communal et partagez des pratiques innovantes et durables. En d'autres mots, soutenez avec votre commune les objectifs de développement durable. En savoir plus, visitez www.vvsg.be/international ou contactez la VVSG par mail international@vvsg.be. Sarah, avant que vous ne repreniez la parole, merci déjà pour cette première vidéo qui est très sympa à regarder et particulièrement intéressante. Sur le fond, votre temps de parole est pratiquement écoulé, donc je vais vous inviter à aller peut-être un peu plus vite sur la fin de votre intervention. Merci. Ok, super. Merci. Ce sont encore quelques petites réflexions de nos parts, oui. Voilà, exactement. Ce sera très, très vite. Donc voilà, ici, on a en fait ajouté un petit guide d'action que vous pouvez utiliser. Donc normalement, elle a été conçue pour les villes apprenantes et les ODD, mais elle peut pratiquement être aussi utilisée par chaque commune et ville. Après, on voulait en fait sauter sur le rapport sur le développement durable qui est publié chaque année par les Nations Unies. Et qui a en fait un rôle dans le suivi et dans la revue du programme de l'agenda 2030. Donc, elle comprend un classement en fait mondial des pays en fonction de leur niveau d'atteinte des objectifs de développement durable. Donc ici, vous pouvez voir que la Belgique a été classée 11e sur 166. On voit en fait beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, beaucoup de jaune, qui n'est pas très prometteur parce que normalement, on devrait avoir plus de vert. Ce qui est en fait le cas pour la Suède d'ailleurs, qui est en première place en 2020 et qui montre que sa politique marche très bien.
et qui va en fait réaliser ces ODD. Après, on voulait aussi vous montrer quelques revues locales volontaires qui ont été réalisées écrites par différentes villes. Donc, Helsinki en a fait une. On a ici chez nous en Belgique, Gand qui en a écrit une en 2020. Mais voilà, en fait, la grande partie de notre histoire, c'est au fait pour vous montrer qu'il faut aussi être un peu critique quand on parle des ODD, car ces ODD, on ne peut pas dire qu'ils sont suffisamment durables, car même si on va au fait atteindre ces objectifs, on ne va jamais atteindre les objectifs que les scientifiques nous ont fixés, notamment en termes de CO2. Et donc l'Europe l'a très très bien compris. Et c'est au fait ainsi que cette question autour de la durabilité des ODD et le fait que ne pas les réaliser ne serait pas assez pour résoudre nos problèmes, ça se trouve au fait au cœur de l'approbation de ce pacte vert pour l'Europe. Donc voilà, ici on voulait vous expliquer au fait que le but, ce n'est pas de promouvoir la durabilité faible, mais d'aller vers une durabilité forte où on tient en compte ces limites au fait de notre planète, cette limite humanitaire qu'on doit prendre en compte. Donc on résume ça très très bien dans notre gâteau de mariage que je ne vais pas vraiment expliquer en détail non plus. Mais qui est la théorie du donut de Kate Raworth explique très bien et le montre aussi très bien dans son image qu'elle a fait créer. Donc, on sait qu'on a un certain plafond environnemental qu'on ne peut pas dépasser. On a un plancher social qu'on doit aussi tenir en compte. Et c'est entre ces deux qu'on doit se trouver. Et c'est exactement ça que Bruxelles Capitale souhaite faire dans les prochains mois. Donc, en ce moment, ils sont en train de construire en fait un projet autour de la théorie du donut pour l'appliquer à la région Bruxelles Capitale. Et voilà, c'est sur cette dernière note que je vais terminer ma présentation. Merci beaucoup. Je sais que c'était très très long, mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, c'était long, mais finalement pas beaucoup plus long que ce qui était prévu. C'était surtout extrêmement intéressant sur le fond. Donc, merci à vous deux. Merci Peter. Merci Sarah pour cette prise de parole. Je rappelle que vous représentez tous les deux le Centre de formation des Nations Unies, CIFAL, et votre présence ce matin allait de soi quand il s'agissait de poser les bases des objectifs de développement durable et des enjeux liés pour le public du webinaire de ce matin. Et d'ailleurs, pour vérifier que vous étiez bien avec nous pendant l'exposé de Sarah et Peter, je vous propose notre second temps d'interaction via l'outil WooClap. Deux questions sous la forme de choix multiples pour vérifier que vous étiez bien avec nous et que vous avez bien entendu les idées clés qu'on souhaite que vous reteniez ce matin. De combien de temps disposons-nous, il y a un petit souci sur la diapo, mais vous nous en excuserez, disposons-nous pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, 5 ans, 10 ans, 30 ans? Allez-y, votez. Alors, manifestement, vous avez entendu les messages d'entame de webinaire et à l'unanimité, ce chiffre-là est le seul qui continue à monter à l'unanimité. Vous optez pour la proposition numéro 2, 10 ans. Oui, je vous le disais en introduction, nous sommes à l'entame d'une décennie d'actions ambitieuses à mener ensemble pour atteindre ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc 10 ans devant nous pour faire changer les choses et faire changer la donne. Et non pas 30 ans, comme l'un d'entre vous le pense. Il faudra aller un petit peu plus vite. Deuxième question pour vous, deuxième et dernière question via
Manifestement, mon micro s'est coupé. Merci à la personne qui me l'a signalé. Donc, je disais deuxième question pour vous, deuxième et dernière question pour vous via l'outil WooClap. Parmi les thématiques suivantes, laquelle, selon vous, n'est pas représentée dans les 17 objectifs de développement durable ou les cibles qui les précisent? Alors, on vous en propose 3. La démographie en 1, les espaces verts en 2, la corruption en 3. Allez-y, votez. Alors, j'allais dire manifestement, vous allez tous à la corruption, mais non. La question de la démographie, arrive aussi sur la table. Vous êtes 22% à proposer la démographie. Vous êtes 78% à proposer la problématique de la corruption. On rééquilibre le tir. 36 contre 64. Allez-y, quelques secondes encore pour voter. La démographie gagne un peu de terrain. Arrêt des votes, on bascule vers la réponse. Et la réponse, c'est bien la proposition qui vous a été faite en premier, c'est-à-dire la dimension de la démographie, qui n'est pas abordée parmi les 17 objectifs de développement durable ou les cibles qui les précisent. Voilà, merci à vous tous qui avez joué le jeu et tenté ce petit exercice de réappropriation des contenus présentés par Sarah, Peter et puis aussi un petit peu Natacha Zwinen en entrée de webinaire. La parole passe maintenant du côté de Frédéric Vallier qui va aussi nous partager un écran de façon à ce qu'on puisse avoir accès à ces diapositives. Je vous présente Frédéric avant de lui céder la parole. Il est le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe, en abrégé CCRE. Il est aussi partenaire leader de Platforma. Alors Frédéric, ça fait une quinzaine d'années que vous suivez les conférences des parties, ce qu'on appelle les COP en abrégé, relatives au changement climatique. À la COP 25 de Madrid l'an dernier, vous insistiez justement sur le rôle des pouvoirs locaux dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le climat est encapsulé, si je puis dire, dans l'objectif de développement durable 13, mais il y a aussi 16 autres objectifs de développement durable sur lesquels les pouvoirs locaux ont également un pouvoir d'action, une puissance de feu, j'ai envie de dire, et ça a été déjà rappelé plusieurs fois par nos intervenants précédents. On a envie d'entendre votre vision à ce sujet, et pour ce faire, je sais que vous avez à disposition une étude toute récente, puisqu'elle est sortie il y a quelques mois, publiée par le Conseil des communes et régions d'Europe. Ça sera une source sans doute intéressante pour votre prise de parole. Voilà, Frédéric, si vous êtes prêt, la parole est à vous. Frédéric, vous êtes avec nous? Alors peut-être activer le micro. On a perdu Frédéric. Est-ce que vous m'entendez? Ah voilà, ça va beaucoup mieux. Voilà, excusez-moi, voilà. Je vais aucun souci. Le micro. aucun souci, ce sont des choses qui arrivent. On vous voit, on vous entend, la parole est à vous. Je vous en prie. C'est parfait, merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation et en particulier pour cette semaine des objectifs du développement durable. Vous avez rappelé que je suis les conférences des parties sur le climat, mais également les conférences sur les... J'ai suivi en Union d'Europe la mise en place de l'agenda 2030 et en particulier de l'objectif 11 qui nous concerne plus précisément, mais qui n'est pas le seul qui doit nous intéresser puisque comme ça a été montré, il y a beaucoup d'autres objectifs qui concernent les communes. Alors, le Conseil des communes et régions d'Europe et la Fédération des associations de collectivités territoriales
Donc j'en profite pour saluer le président de l'Union des communes et villes de Wallonie et tous les collègues et tous les maires. Et Platforma est notre action d'acteurs pour le développement, et donc ce sont l'ensemble des associations qui sont engagées dans le développement et la coopération avec le Sud qui sont réunies au sein de Platforma. Et donc, tous les ans maintenant, nous publions un rapport sur l'agenda 2030 vu par les associations de collectivités territoriales. Et cette publication est présentée chaque année au Forum politique de haut niveau des Nations Unies en juillet. Et donc, c'est un peu un complément de l'étude qui est, enfin, d'analyse qui est faite par les Nations Unies sur la mise en place des ODD. Mais nous, évidemment, il est pris d'un point de vue local. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas encore, le Conseil des communes et régions d'Europe est la plus ancienne association européenne de collectivités. Nous avons été fondés en 1951 et nous avons 60 associations membres à travers toute l'Europe, puisque nous avons 41 pays qui sont représentés. Et tout ça, ça fait à peu près 130 000 municipalités et régions sur le continent européen. Platforma est donc une coalition pan-européenne de villes et de régions qui sont actives en coopération de développement. À ce titre, en 2015, nous avons signé un partenariat avec la Commission européenne et avec le soutien de l'Union européenne pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, dont le suivi de la mise en place des objectifs du développement durable. Alors, notre étude que nous publions, comme je le disais, chaque année, propose une mise en lumière de la situation de la localisation des objectifs de développement durable en Europe et dans le monde à travers les coopérations décentralisées qui sont conduites par les collectivités territoriales et par les associations de villes et de régions. Cette étude se base sur un questionnaire que nous envoyons chaque début d'année à notre réseau, ce qui rend cette analyse unique en Europe, c'est que nous tenons à mettre en avant le rôle des associations de villes et de régions dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau local et régional. Bien évidemment, nous essayons non seulement de rassembler les bonnes pratiques et les réussites au niveau local, comme ça a été montré plus tôt, mais nous souhaitons également mettre en lumière les défis, les questions qui persistent pour pouvoir aider les villes et les régions et nos membres à trouver des solutions et à faire valoir leurs droits au niveau national, au niveau régional, au niveau européen et au niveau global. Alors, la représentation géographique des réponses en 2020 est assez intéressante puisque nous avons eu plus de 34 associations de villes et de régions en Europe qui ont répondu, ce qui représente 28 pays, dont 12 en dehors de l'Union européenne. Et cela malgré la situation que nous connaissons avec la Covid-19, qui pose parfois un problème, mais qui nous a permis quand même d'avoir un bon équilibre géographique dans nos réponses, allant du Portugal jusqu'à la Turquie et de l'Islande jusqu'à l'Espagne ou à l'Italie. La structure de notre étude se fait en 4 parties. D'abord, la prise de conscience et les actions, comment les associations de villes et de régions travaillent avec les ODD, la gouvernance en partenariat, comme l'a expliqué Sarah qui me précédait, c'est un élément très important, comment on met en place la gouvernance entre les différents niveaux local, régional, national, européen et global. Et puis, troisième élément, comment aller du niveau local au niveau international, comment renforcer les efforts sur les ODD, comment engager des partenariats aussi avec des partenaires au niveau international, et enfin, les défis et les opportunités que crée le travail sur les ODD pour les communes et les villes. Alors, une prise de conscience importante au niveau local et régional
bien que les ODD ne soient pas encore totalement intégrés dans toutes les politiques publiques, nous pouvons affirmer qu'il y a quand même une nette amélioration du niveau de prise de conscience des ODD et de l'importance qu'ils ont pour les actions menées tant par les communes que par les associations de villes. Sur 33 répondants, 82% connaissent et font référence aux ODD dans leur politique publique, comparé à 31% en 2019. Donc un bond quand même très important. Un tiers des associations de villes utilisent les ODD comme référence importante dans leur stratégie de développement. Cela encourage notamment les associations à développer davantage les activités conjointes avec des partenaires en Europe et à l'extérieur de l'Europe, et à travailler sur des déclarations politiques pour mettre en place des méthodes de travail interdépartementales entre services et de créer des synergies entre les politiques publiques, tant au niveau local qu'au niveau national ou continental. La gouvernance en partenariat, je le disais tout à l'heure, c'est un élément très important. Actuellement, 79% des pays disposent d'un cadre national pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable. C'est-à-dire qu'il y a une instance qui permet d'échanger au niveau national, pour la Belgique au niveau régional, bien sûr, pour la mise en œuvre des ODD. Par contre, seulement 59% pour l'instant de ces pays reconnaissent la nécessité de soutenir les collectivités territoriales dans la mise en œuvre. Et ça, c'est un point sur lequel nous voulons améliorer les choses dans les années à venir, c'est très important, car au niveau européen, ça n'est pas, à notre avis, suffisant. Alors, du niveau local au niveau international, Sarah le disait tout à l'heure, l'agenda 2030 est un agenda global. Il se met en place localement, mais l'objectif est que l'ensemble des acteurs le mettent en œuvre et qu'on puisse créer des conditions de coopération entre les acteurs pour faciliter la mise en œuvre et pour permettre l'échange de bonnes pratiques et d'expériences entre, pour ce qui nous concerne, les communes européennes et leurs homologues des pays en développement. 39% des associations travaillent déjà avec des partenaires non européens sur la mise en œuvre de l'agenda 2030. 19% des associations de villes se concentrent sur des ODD spécifiques tels que l'égalité des genres, l'ODD 5, les inégalités, l'ODD 10, les villes durables, le 11, le climat, le 13, et le 16, la gouvernance et la paix. Les gouvernements et les parties prenantes reconnaissent également la nécessité de considérer la cohérence des politiques pour le développement, tant au niveau régional que national et européen. Et avec la Covid, nous identifions également une hausse de mise en place de solidarité locale à travers les pays et surtout entre les villes et les régions. On a vu on a créé beaucoup d'échanges nous-mêmes entre villes européennes sur la réponse à apporter face au Covid. Alors de même, Platforma, en collaboration avec Cités et gouvernements locaux unis, qui est notre organisation mondiale, prépare un module de formation sur la coopération décentralisée et les ODD qui sera prêt cet hiver. Donc on informera évidemment l'Union des villes et communes de Wallonie de sa disponibilité. Ensuite, il y a évidemment un point important qui consiste à relever des défis et à identifier les opportunités que les ODD procurent. Et sur ce point, nous avons également sondé nos membres sur le ressenti qu'ils avaient depuis l'arrivée et la mise en place de l'agenda 2030. C'était assez particulier, mais également très encourageant de voir que 5 points ont été soulevés qui sont qui représentent à la fois un défi, mais aussi une valeur ajoutée pour les collectivités territoriales. Bien que la coordination entre les niveaux de gouvernance ait encore besoin d'être renforcée,
l'agenda 2030 a réussi depuis 2015 à améliorer sensiblement les relations entre villes, régions et États centraux, et les ODD offrent un cadre de réflexion et d'action qui facilite le contact avec ce qu'on a communément appelé dans le passé la tutelle, mais que je qualifierais comme partenaire au niveau régional ou national. Frédéric, je vous invite également à aller à la conclusion. Merci. C'est presque fini. Merci. Cela va de même pour le soutien. Quel soutien financier peut-on apporter aux communes? Les ressources humaines et financières, l'accès à l'information et le niveau d'intérêt au niveau local pour l'agenda 2030, c'est-à-dire la mobilisation des citoyens. Principales recommandations que nous avons faites grâce aux données présentées. 5 recommandations fortes, un soutien et une reconnaissance accrue de la part des gouvernements nationaux pour l'utilisation des ODD au niveau local, la promotion des partenariats multiniveaux et multi-acteurs, l'affectation de fonds pour apporter un soutien accru à la localisation des ODD, s'appuyer sur les associations de villes et de régions pour renforcer la sensibilisation, fournir des informations pertinentes aux gouvernements infranationaux, c'est-à-dire les villes et les régions, y compris l'accès aux données. Enfin, je voudrais lister pour finir des outils pratiques pour les villes et les communes. Tout d'abord, vous dire qu'on est évidemment à votre disposition, mais nous avons d'abord une checklist pour visualiser la localisation des ODD, que nous proposons de faire. Une feuille de route pour les associations de villes et régions, 5 étapes à suivre pour contribuer aux examens nationaux volontaires tels qu'ils ont été présentés précédemment. Le rôle des associations, comment initier le processus de suivi de progrès avec les membres, avec les villes. Les examens locaux volontaires, donc avec des conseils et des étapes, et tout ça est disponible dans l'étude que nous publions. Et enfin, plusieurs cas pratiques de bons exemples à répliquer. Voilà pour ma présentation. Donc, on vous met les liens utiles, le CCRE, bien sûr, sur lequel vous retrouverez toutes les informations, Plateforma. Et je voudrais terminer en disant aussi que nous avons une plateforme qui s'appelle le cadre référentiel de la ville durable, qui permet aux villes à la fois de monitorer leurs propres actions et de partager avec d'autres villes dans toute l'Europe et même au-delà et des experts sur les actions à mettre en place et en même temps d'assurer un suivi. C'est-à-dire que ça permet aux villes de visualiser quels progrès elles font en fonction des actions qu'elles conduisent. Voilà. Voilà pour ma présentation. Merci encore pour l'invitation et à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci beaucoup. Et je remercie au passage Sarah Benz, qui est notre chargée de mission ODD et qui a passé le PowerPoint pendant que je parlais, mais qui est aussi à votre disposition. Oui, merci à vous Frédéric et merci à votre collègue. On n'a pas toujours eu une qualité de son optimale avec vous, mais je pense que vraiment l'essentiel du propos a été compris et partagé. Frédéric, je vous invite à aller faire un tour peut-être sur le chat aussi pour vérifier que des questions éventuelles vous ont peut-être été posées sur l'outil et apporter des réponses si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer. En tout cas, la publication est disponible sur le site de Plateforma et le site du CCRE, donc je vous invite à la télécharger directement. Eh bien, n'hésitez pas, n'hésitez pas le cas échéant à copier-coller les liens directs vers ces études directement dans le chat. Ça sera peut-être de la donnée utile. Merci Frédéric. On enchaîne avec Jean-Pascal Van Ypersel qui nous a rejoint ce matin. Bonjour à vous, Jean-Pascal. On vous présente plus, mais on va
quand même encore le faire. Hein. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain au sein de l'Institut Earth and Life. Ce matin, vous êtes avec nous pour enchaîner. Hein, beaucoup de choses ont déjà été dites par les intervenants précédents, mais néanmoins, je sais que vous aviez envie d'insister sur la dimension transversale, sur l'approche systémique qui est liée aux objectifs de développement durable et remettre une pièce dans la machine quant au rôle que les pouvoirs locaux peuvent jouer en la matière. Vous avez un support PowerPoint également, Jean-Pascal, je pense, à partager avec nous. Oui, alors j'espère qu'il va être partagé. Je pensais qu'il l'était déjà, mais toujours un petit suspense technique. Là, vous ne le voyez pas? Pas encore, non. Vous avez réalisé la manipulation? Oui, normalement, oui. Il me dit que je partage... Ah non, il me dit que j'ai besoin d'une autorisation. Alors, on va essayer de vous aider. C'est ennuyeux quand même. Est-ce qu'on peut éventuellement faire partir le PowerPoint d'ici? Est-ce qu'on en dispose? Non, malheureusement, Jean-Pascal, vous êtes le seul à avoir le support à disposition. Donc, le cas échéant, je peux peut-être vous laisser vous exprimer de manière plus spontanée, sans support. Je crois que je vais y arriver si vous me laissez 30 secondes. Pas de souci. Pendant que vous effectuez la manipulation, donc j'invite chacun d'entre vous qui nous regardez à aller faire un tour du côté du chat. Nos modératrices Aurélie Pierrard et Marie Bourgeois ont déjà apporté quelques réponses à vos questions. Je vois notamment que l'une d'entre elles était adressée au président de l'Union des villes et communes qui a dû nous quitter dans l'intervalle. Donc voilà, une question qui restera pour l'instant sans réponse, mais un relais sera fait chez lui. J'invite aussi les représentants de CIFAL, Peter et Sarah, à apporter quelques réponses aux questions qui leur ont été posées en ligne sur le chat. Allez y faire un tour si vous le pouvez. Et voilà, Jean-Pascal. Ça marche maintenant? Ça marche. D'accord, vous avez ma dia. J'ai votre dia et je pense qu'elle est partagée, donc je vous cède la parole. Normalement tout le monde. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Désolé pour ce petit problème technique. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous rejoindre. Malheureusement, je n'ai pas pu entendre les exposés qui précédaient parce que je suis dans une autre conférence à Bruxelles aussi. Je suis en fait entre deux interventions à Bruxelles. Et je voudrais vous parler un petit peu des synergies qu'il est possible de trouver, de développer entre l'action climatique en particulier et les autres objectifs de développement durable. Alors j'ai bien compris que c'est un sujet qui avait déjà été évoqué, donc désolé si je répète certains éléments. Je vais m'appuyer pour cela sur deux rapports en particulier. Je ne vais évidemment pas les explorer en détail, mais en tirer quelques éléments. Le premier, c'est le rapport spécial du GIEC sur un réchauffement de 1,5 degré. Et le deuxième, c'est le Global Sustainable Development Report, le rapport global sur le développement durable 2019, qui a été publié il y a tout juste un an par les Nations Unies. Alors maintenant, petit rappel d'abord de la situation climatique, très rapide. Hein. Vous voyez ici sur la partie de gauche l'évolution dans le temps depuis 1850 de la concentration en CO2. On voit cette couche de CO2, cette couche isolante, d'isolant thermique qui s'épaissit au fil du temps et qui a dépassé 410 parts par million. Alors qu'on était à 280 au début de l'industrialisation. Et sur la droite, vous voyez l'évolution de la température qui est causée par cette élévation de la concentration en CO2. On a déjà gagné plus d'1 degré maintenant et on se rapproche, vous le voyez, de cette température qui est représentée par le cercle rouge, là, de 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Niveau qui a été considéré par l'accord de Paris comme un des niveaux à essayer vraiment de ne pas dépasser pour éviter un maximum de dégâts à l'habitabilité de la Terre. Alors, je ne vais pas reprendre ici la liste des 17 objectifs, vous les connaissez bien, ils ont été évoqués, je pense, une bonne partie de la matinée. Je voudrais passer tout de suite à ce rapport des Nations Unies, du GIEC en particulier, publié il y a tout juste 2 ans, sur les conséquences
d'un réchauffement de 1,5 degré et sur la manière de ne pas le dépasser. Alors sur la manière de ne pas le dépasser, c'est surtout de cela que je vais parler parce que les conséquences des changements climatiques, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, c'est cette fameuse neutralité carbone qui est maintenant l'objectif de l'Union européenne, l'objectif de toute une série d'autres pays, d'un nombre croissant de pays. La Chine, il y a quelques semaines, le Japon, la semaine dernière, la Corée du Sud, qui a également annoncé que son intention était d'aller vers la neutralité carbone vers le milieu du siècle, c'est-à-dire dans les 30 ans qui viennent. Et c'est basé très largement sur ce graphique qui se trouve dans le rapport spécial du GIEC et qui montre que la forme générale des émissions mondiales de CO2 devrait être celle-là et atteindre grosso modo zéro, le zéro étant ici, aux alentours du milieu du siècle. Alors le GIEC a aussi dit que pour arriver à un niveau tel d'émissions, pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, ce dont il s'agissait, c'était de la nécessité de transition de système, donc vraiment une vision systémique des mesures à prendre dans tous les domaines, le secteur de l'énergie, l'agroforesterie, les villes et les communes, bien sûr, et les pouvoirs locaux, l'industrie, les infrastructures. Tous les secteurs seraient concernés en utilisant une large palette de technologies, des changements de comportement et une augmentation très importante des investissements, à la fois dans les options bas carbone et dans l'efficacité énergétique. Alors on trouve dans ce rapport spécial du GIEC un diagramme qui est très intéressant, qui à première vue est très compliqué, mais en fait il est très simple. Je vous l'explique en quelques mots ici au début, je vous explique les colonnes et les couleurs. Alors les colonnes, il y a trois grandes colonnes. Enfin, il y a une première qui, vous le voyez, c'est la liste des objectifs de développement durable. La deuxième, c'est le secteur de la fourniture, de la production d'énergie. La troisième colonne, c'est le secteur de la demande d'énergie, donc la consommation d'énergie. Et le dernier, c'est ce qui concerne les terres. Alors, chaque fois, vous avez pour ces trois dernières colonnes, deux sous-colonnes. Vous avez ce qu'on appelle les trade-offs, c'est-à-dire les contradictions entre l'objectif qui est mentionné ici à gauche, le numéro 1, c'est l'élimination de la pauvreté, le deuxième, l'élimination de la faim, etc. Le 13e, c'est le climat, vous le savez. Donc, vous avez dans cette colonne-ci les contradictions entre cet objectif-là et la poursuite de l'objectif 13, l'action climatique, dans le domaine de la production d'énergie. Et puis, vous avez la deuxième sous-colonne, qui est la colonne des synergies. Plus on se déplace vers la droite, le code est expliqué ici, et là, plus on se déplace vers la droite, plus il y a une forte connexion, une forte synergie dans le cas des synergies, une forte contradiction dans le cas des trade-offs entre l'objectif action climatique et l'objectif de développement durable mentionné ici. Alors, vous avez la même chose pour la demande, vous avez la même chose pour les terres, et maintenant je vais dézoomer, si vous voulez. Je vais vous montrer l'ensemble du tableau. Vous retrouvez tous les objectifs de développement durable, moins évidemment l'action climatique, puisqu'on cherche les synergies entre celui-là et tous les autres. Et qu'est-ce que l'on voit? Je vous encourage, pour ceux qui portent des lunettes, à même retirer vos lunettes pour voir ça un petit peu flou, parce que ce qui importe ici, ce ne sont pas les détails. Il y a deux choses importantes qui importent. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus de synergies que de trade-off. Il y a beaucoup plus de possibilités de trouver des synergies entre l'action climatique et l'ensemble des autres objectifs de développement durable. La colonne bleu-vert est beaucoup mieux fournie que la colonne brune, si je puis dire. Et l'autre chose qui est remarquable, c'est que la colonne demande d'énergie est beaucoup mieux fournie que les autres. Autrement dit, du côté de tout ce qui touche à la consommation d'énergie, que ce soit dans le domaine du bâtiment, du transport ou d'autres domaines, c'est dans ce domaine-là qu'on peut trouver le plus de synergie. Alors un autre rapport, je ne vais pas entrer dans les détails de celui-ci, je vous invite à le consulter. Malheureusement, il n'est pas traduit en français, contrairement au résumé du rapport du GIEC. C'est le Global Sustainable Development Report qui le dit
qui dit la même chose autrement, hein, en analysant les relations qui ont certainement déjà été explorées ce matin entre les différents objectifs de développement durable et le respect des limites planétaires, les planetary boundaries, les limites planétaires, avec un tableau du même genre que celui que je viens de vous montrer, qui se trouvait dans le rapport spécial du GIEC, un tableau qui essaie de trouver les synergies, cette fois-ci, entre tous les rapports, tous les objectifs de développement durable. Chaque fois que vous avez une interaction positive, on a du bleu. Quand on a une interaction négative, on a du rouge. Et encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'interactions positives, beaucoup plus de possibilités d'atteindre plusieurs objectifs à la fois, si on veut bien ouvrir les œillères mentales que l'on a souvent, casser les murs entre les silos. Et ce que le rapport GSDR a proposé, ces 6 domaines particuliers, 6 points d'entrée pour la transformation de nos sociétés qui est nécessaire pour arriver à réaliser l'agenda 2030. Le premier domaine, c'est le bien-être humain, le deuxième, les économies durables, le troisième, la décarbonation de l'énergie et l'accès universel à l'énergie, le quatrième, c'est l'alimentation, le cinquième, qui ne vous sera pas indifférent, c'est le développement urbain et périurbain, et le dernier, ce sont les communs globaux comme l'atmosphère, la couche d'ozone, la biodiversité, etc. Et pour rentrer, pour agir sur ces points d'entrée pour la transformation, le rapport propose de se focaliser sur 4 leviers. Levers, ce sont les leviers en français: la gouvernance, le secteur de l'économie et des finances, les changements de comportement à l'échelle individuelle et collective, et la science et la technologie. Donc voilà quelques accents que je voulais déposer sur la table, quelques ressources. Une toute dernière ressource que je voulais déposer sur la table, c'est celle avec le soutien du gouvernement wallon, que je remercie ici, nous essayons de populariser avec mon équipe dans la plateforme, les activités de la plateforme wallonne pour le GIEC. On essaye de rendre disponible, de rendre utile, utilisable le plus possible en Wallonie les ressources du GIEC et les travaux scientifiques qui sont synthétisés par le GIEC. Et si vous allez sur le site qui est là, vous pourrez trouver et vous abonner aussi, si vous le souhaitez, à la lettre de la plateforme wallonne pour le GIEC qui a publié notamment celle-ci. J'ai pris un exemple qui peut vous intéresser: comment réconcilier l'habitat et le climat. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Jean-Pascal Van Ypersele, pour cette intervention. Restez avec nous, il y aura peut-être des questions à votre intention sur le chat. Et donc, je vous invite à y passer et peut-être prendre quelques instants pour y répondre. Sans transition, parce que nous avons déjà dépassé le temps disponible. Et donc, merci pour votre indulgence, à vous qui êtes resté avec nous ce matin. Je passe la parole à Natacha Zwinen, qu'on retrouve, puisque c'est elle qui a déjà ouvert cette matinée de webinaire. Donc, je vous le rappelle, Natacha, elle est coordinatrice au sein de la direction du développement durable du service public de Wallonie. Pour refermer cette matinée, quelques mots de votre part, Natacha. La parole est à vous. Merci Nathalie. Je ne serai pas longue et je vais me limiter à quelques messages clés. Le premier que l'on souhaitait rappeler, c'est que le développement durable est quand même souvent et reste souvent amené par le prisme environnemental, mais on voulait aussi rappeler à tous les participants que dans les engagements qui ont été pris au niveau international lors de l'adoption de ces 17 objectifs de développement durable, un principe fondateur était de ne laisser personne de côté. Leave no one behind. C'est vraiment le fil rouge et la trame de fond de cet agenda. L'éradication de la pauvreté est une condition nécessaire et indispensable à la réalisation d'un développement durable. Et donc, il est important, et aujourd'hui c'est d'autant plus vrai en temps de crise, de toujours faire attention à l'impact de chaque décision sur les populations les plus vulnérables. L'autre message que je voulais faire passer, c'est qu'il y a, et ça a déjà été fait ce matin, beaucoup d'exemples qui fleurissent dans les villes de la manière dont des communautés locales se sont emparées des objectifs de développement durable.
On en a repéré quelques-uns lors d'un webinaire du comité des régions, celui de la commune de Herne qui a été cité tout à l'heure, où chaque ODD a été parrainé par un échevin et s'est adjoint aussi d'un parrain citoyen ou entreprise pour vraiment créer un effet boule de neige dans la commune. L'exemple de la province de vraiment inscrit le développement durable au cœur de sa politique publique et qui a reçu la récompense européenne du développement durable. La commune de Reden aux Pays-Bas qui a créé un 18e objectif de développement durable qui porte sur la transmission, estimant que c'était vraiment un élément manquant dans ces 17 objectifs. Voilà, toute une série d'exemples qui peuvent vous inspirer. Et pour conclure, en Wallonie, on a lancé un appel à projet qui s'appelle Vers des organisations durables, qui est ouvert à toutes les organisations, y compris les pouvoirs locaux, qui souhaitent véritablement mener une réflexion sur leur contribution globale aux objectifs de développement durable. Donc, c'est comment on peut véritablement revoir ou améliorer sa politique locale à l'aune des objectifs de développement durable et se servir de ces objectifs comme boussole dans les politiques menées. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site développementdurable.wallonie.be à propos de cet appel qui est ouvert encore jusqu'au 15 novembre. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter développement durable que nous envoyons tous les mois et qui donne des informations sur ce qui se passe en Wallonie et dans le monde. Je voulais aussi conclure en remerciant tous les intervenants et nos partenaires Espace Environnement voilà, qui anime aujourd'hui et qui a préparé avec nous ce webinaire et les deux suivants. L'Union des villes qui était là ce matin, l'IWEPS avec lequel on a travaillé sur les indicateurs. Je voulais terminer aussi en disant qu'il reste juste une décennie, 10 ans. C'est très peu pour agir et atteindre ces 17 objectifs de développement durable. Donc j'espère vraiment qu'au cours de ces 3 webinaires, vous trouverez l'inspiration, les idées, les contacts pour prendre des mesures ambitieuses et véritablement utiliser ces objectifs comme guide dans vos politiques publiques au sein des communes wallonnes pour qu'on soit vraiment pionniers et de très bons élèves au cours des prochaines années. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Natacha pour cette conclusion et vous l'évoquiez, hein, ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui est le premier d'une série de 3. Donc tant qu'à aller faire un tour sur le site web de la direction du développement durable du SPW, profitez-en aussi pour vous inscrire pour le webinaire de demain et celui de mercredi. Le rendez-vous demain est fixé à 14 h, donc sur un créneau 14 h 16 h pour travailler à partir d'exemples de dynamique territoriale existante, beaucoup de retours d'expérience de communes wallonnes, mais pas que. Des communes de Flandre et une commune suisse auront également l'opportunité de témoigner. Mercredi, le rendez-vous est fixé entre midi et 14 h avec quelque chose de beaucoup plus méthodologique et pratique en lien avec tous les outils qui peuvent être mis à votre disposition pour travailler les ODD là où vous êtes dans le cadre de vos activités professionnelles et atteindre concrètement dans la décennie qui s'ouvre à nous aujourd'hui les 17 objectifs de développement durable. Voilà qui est dit. Il me reste à vous remercier, à espérer vous revoir demain. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le chat tant qu'il est encore ouvert pour y récupérer quelques liens utiles que j'ai déjà vu passer dans le fil de la conversation. Je vous le disais également tout à l'heure, l'ensemble des présentations, les supports PowerPoint, mais également le replay du webinaire qui se termine maintenant, seront disponibles dans les meilleurs délais sur le site, toujours le même, le site de la direction du développement durable du service public de Wallonie. Voilà qui conclut ce premier rendez-vous. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À demain, je l'espère, et sinon, dans tous les cas, à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci.